loi Allure, bon, le projet de loi Allure, plus exactement, pour être... Henri me rappelle toujours à l'ordre, ne parlons pas de loi puisqu'elle n'est pas encore entièrement votée. Ceci dit, ce projet de loi est maintenant assez largement engagé. Bon, vous savez qu'il a été adopté en première lecture par les députés, il a été adopté en première lecture par les sénateurs, et donc maintenant on est dans la deuxième étape de la navette. Il ne faut pas espérer des débats très animés. Il va y avoir peut-être quelques petits ajustements à la marge, mais on va vers une adoption probablement début de l'année prochaine. Alors, on en a évidemment de ce projet de loi connaissance des aspects les plus dérangeants, les plus spectaculaires, ceux qui ont été rapportés par la presse et ceux qui évidemment ont soulevé des oppositions et puis des alertes de la part de vos organisations professionnelles et notamment de la FNAIM, bien entendu. Il n'y a pas que ça. Hein. Alors, je vous montre... bon, voilà, j'en ai 20 pages. Évidemment, rassurez-vous, je ne vais pas vous les passer en revue en détail ce soir, ce n'est pas le but. Je vais les mettre à la disposition de CMI pour le site internet et ce document sera téléchargeable à volonté dès les tout prochains jours. On va essayer de faire ressortir les aspects qui méritent d'être, sur lesquels il mérite de s'arrêter. Mais tout de même, une caractéristique importante, c'est que s'il y a 20 pages de mesures, et elles sont résumées, hein, c'est pas la reprise du texte, c'est une analyse synthétique, c'est que bon, c'est un train qui a ramassé plein de wagons. Hein, plein de wagons qui étaient sur des voies de garage, qui attendaient d'avoir la locomotive qui permette de les mener au bout. Et donc, il y en a un petit peu dans tous les domaines. Alors, les grandes têtes de chapitre, alors, j'exclus tout l'aspect urbanisme, tout l'aspect, je dirais, HLM, gouvernance des HLM, etc., qui ne nous concerne pas. C'est quand même un bon tiers, bien 40% de la loi, hein, qui concerne d'autres que vous, ou vos clients. Mais rien que dans ce qui vous concerne, bon, il y a l'encadrement des professions immobilières, il y a les mesures de protection de l'acquéreur immobilier, notamment de l'acquéreur en copropriété, il y a les mesures impactant les rapports bailleurs-locataires, il y a l'intégration des locations meublées d'habitation principale à la loi de 89, ce qui est un élément assez important, hein, puisque dans certains secteurs, notamment à Paris, beaucoup de vos clients ont eu tendance à considérer le meublé comme un petit paradis juridique, voire fiscal, qui les dispense, je dirais, des contraintes de la loi de 89. Eh bien, c'est malheureusement en grande partie terminé. Enfin, pas tout à fait, on verra quand même. Il y a quand même quelques spécificités. Mais voilà, hein, donc les meublés réintègrent le corpus général de législation. Il y a évidemment les observatoires et l'encadrement des loyers. Bon, ça, tout le monde le sait. La mise en place également de la garantie universelle des loyers, sur laquelle je ne m'étendrai pas puisque c'est le sujet de la table ronde après. Les mesures impactant la gestion des copropriétés, très importantes, très très importantes. Pas simple, avec beaucoup d'impact pour les professionnels. Enfin, s'il y a des syndics de copropriété dans la salle, je pense qu'ils commencent déjà à s'y préparer. Et puis, accessoirement, des mesures concernant les copropriétés en difficulté, mais ne les négligeons pas, parce que la copropriété, aujourd'hui, c'est 80% de copropriété saine, mais peut-être 20% de copropriété en voie de fragilisation. Donc, c'est aussi un domaine qui se renforce petit à petit et dans lequel il y a des améliorations tout à fait pertinentes. Voilà. Alors, je crois que c'est un projet de loi qui ne va pas vous laisser indemne, hein, toutes les professions, que ce soit les transactionnaires, que ce soit les gestionnaires locatifs ou que ce soit les syndics de copropriété. Il y a des mesures bon, que vous connaissez qui vont vous déstabiliser. Et puis, il y a plein de choses, il y a plein de petites mesures qui ne sont pas anodines et qu'on va essayer de regarder. Alors, bon, l'encadrement des professions immobilières, l'encadrement, c'est la déontologie, c'est la formation et c'est la rémunération.
hein, malheureusement. Bon, je passe assez rapidement sur des aspects comme le fait que les cartes professionnelles ne seront plus délivrées à l'étage où il y a les objets trouvés, à l'étage au-dessus ou au-dessus des objets trouvés, je crois, à la préfecture, mais dans les chambres de commerce et d'industrie. Les garants financiers vont avoir quelques contraintes. Et puis surtout, il y a quelques grandes mesures comme celle pour la délivrance des cartes professionnelles et le maintien des cartes professionnelles. C'est le fait qu'on étend les contraintes de compétences professionnelles qui sont aujourd'hui limitées aux porteurs de cartes, on les étend aux collaborateurs, aux négociateurs et y compris aux négociateurs non salariés. Et puis, pour tout le monde, cette fois-ci, en ce qui concerne les porteurs de cartes comme les porteurs d'attestation article 9, des obligations de formation continue. Des modifications également importantes en ce qui concerne les mandats. Alors là, il y a le rattrapage de tout ce qui était prévu dans la loi Lefebvre, vous vous rappelez, hein, la loi Lefebvre, qui est tombée en plan avec le changement de majorité. Et toutes ces belles mesures, bon, certaines étaient plus graves, mais vous y avez échappé. Sont reprises. Donc l'encadrement des mandats exclusifs, notamment, puisque, alors, bon, il y aura la possibilité de faire des mandats exclusifs et ils auront la possibilité d'être renouvelables, mais il y a des contraintes. Il faudra préciser les moyens employés par le mandataire et le cas échéant par le réseau auquel il appartient, et puis les actions ainsi que les modalités de compte rendu de compte rendu au mandant. Pardon. Les mandats qui ont une clause d'exclusivité, devront aussi comporter en termes très très clairs des mentions expliquant au client comment il peut le résilier. Voilà. Bon, quelque chose qui est plutôt en faveur de ce que vous demandiez, le terme de commission dans les textes maintenant est remplacé par le terme d'honoraire. C'est pas anodin, c'était souhaité. C'est valorisant pour la profession. Bon, les marchands de liste ont du souci à se faire. On ne les entend pas beaucoup en ce moment et ils font un peu profil bas, mais ils devront obtenir de leurs clients une clause d'exclusivité, ce qui fait que ça risque de modifier pas mal limiter pas mal leur activité. Bon, deux grandes mesures, évidemment, qui vous déstabilisent assez fortement. C'est le fait que dans toute publicité effectuée dans le cadre de l'activité de transaction, que ce soit en vente ou en location, s'il y a des honoraires à la charge de l'acquéreur, il faudra les mentionner TTC dans les annonces. Bon, alors vous me direz, la plupart du temps, vous avez des honoraires qui sont à la charge du vendeur. Bon, le problème, c'est que si on a mis dans l'annonce que les honoraires qu'on n'a pas mis d'honoraires à la charge de l'acquéreur, on ne sait pas très bien s'il va être possible, s'il va être facile de faire ce qu'on fait assez couramment, c'est-à-dire au moment de la signature de l'avant-contrat, puis au niveau de l'acte authentique, de repasser les honoraires à la charge de l'acquéreur en les soustrayant évidemment du prix de vente pour les enlever de l'assiette de la... Bon, là, il y a une lacune dans la loi. Peut-être qu'il faudra... sensibiliser les pouvoirs publics pour que les honoraires à la charge du vendeur soient retirés de l'assiette des droits de mutation et que donc on puisse laisser systématiquement les honoraires à la charge du vendeur puisqu'on ne les aura pas mis dans l'annonce. Ça, c'est une mesure qui a été atténuée puisque au départ, il était question que tous les honoraires qui soit à la charge de l'acquéreur ou du vendeur, figure sur l'annonce, mais effectivement, il a été possible, visiblement, de ramener le législateur à la raison, puisque si les honoraires sont à la charge du vendeur, évidemment, ça ne regarde pas l'acquéreur et ça ne regarde pas le grand public.
Autre mesure, évidemment, qui vous pose problème, c'est le fait que les honoraires de location, enfin, ce qu'on appelait la commission de location, ne puissent plus aujourd'hui être partagés entre propriétaires et locataires, et qu'elles soient donc dorénavant à la charge exclusive du bailleur. Par contre, vous avez toujours la possibilité de partager les honoraires de rédaction d'actes, et vous avez la possibilité de partager aussi, ce qui n'était pas le cas auparavant, les honoraires d'état des lieux. Bon, mais seulement comme que les rédacteurs des textes se sont dit que vous alliez peut-être essayer de rattraper au niveau de ces honoraires ce que vous perdiez au niveau des honoraires de location, parce qu'on sait bien que les honoraires de location, vous aurez du mal à les vendre à vos clients bailleurs, puisqu'ils ne sont pas habitués à les payer, ou en tout cas pas habitués à les payer entièrement. Ces honoraires de rédaction d'actes et d'état des lieux seront encadrés, seront limités, seront plafonnés par décret. Voilà, donc ça, ce sont des mesures que vous connaissez certainement, bien évidemment. Bon, et petite cerise sur le gâteau, évidemment, la DGCCRF aura désormais le droit de venir dans vos cabinets pour regarder ces aspects-là, chose qu'elle ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Il est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Donc ça a quelques petites allures d'un ordre, mais ça n'en est pas un. Évidemment, donc il y aura une déontologie qui sera adoptée sur proposition de ce Conseil, et les manquements aux lois, aux règlements et au code de déontologie et toute négligence grave exposera les titulaires de la carte professionnelle à des poursuites disciplinaires qui seront opérées par des commissions régionales ou interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière, etc., qui pourra prononcer des avertissements, des blâmes, ou voire même, dans les cas graves, des interdictions temporaires ou définitives d'exercer. Bon. Donc je ne m'étends pas beaucoup, ce sont des aspects. Alors vous n'avez pas obtenu ce que vous demandiez dans le livre blanc, mais tout de même une partie de ces mesures était quand même souhaitable, puisque ça a quand même l'avantage de soumettre tous les professionnels à un corps global de contraintes, ce qui n'était pas évidemment le cas aujourd'hui. Avec donc des professionnels qui n'étaient soumis à aucun contrôle, sauf celui évidemment de la loi. Voilà. Concernant les syndics de copropriété, les administrateurs de biens, 3 secondes. Les administrateurs de biens, il est admis que le fait de faire de la location avec un mandat de gestion, désormais, autorise à faire de la location. Ce n'était pas très clair, ça avait été admis, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de transaction pour faire de la location. Les syndics de copropriété seront maintenant identifiés au niveau de la carte professionnelle, au niveau d'une activité spécifique. C'est plus dans la gestion immobilière. Donc la gestion immobilière, c'est maintenant la gestion locative, mais l'activité de syndic de copropriété est identifiée à part. C'est pas encore un pas vers la carte S, mais ça peut y ressembler. Par contre, évidemment, pour les syndics de copropriété, il y a deux mesures évidemment qui, là aussi, déstabilisent pas mal. C'est la suppression de la dispense d'ouvrir un compte bancaire séparé. Donc ça, vous le savez, je ne vais pas m'y étendre. Et puis, il y a l'encadrement du contrat, des honoraires, en inversant les termes par rapport à l'arrêté Novelli. L'arrêté Novelli, définissait tout ce qui devait être dans le contrat, dans le forfait, sachant que ce qui n'était pas listé pouvait être facturé en sus. Aujourd'hui, la loi va prévoir que tout doit être dans le forfait, sauf une liste de choses qui sera fixée par décret. Je serais vous, je m'autorise à penser, je ne fais pas partie des milieux autorisés, mais je m'autorise quand même à penser que ça n'aurait pas forcément des conséquences tangibles, graves. Parce que, je dirais le fait qu'il y ait un certain nombre de prestations qui doivent forcément être hors contrat est admis. D'une certaine manière, l'arrêté Novelli l'a dessiné en creux.
S'il doit y avoir un décret, bon, le décret remplacera l'arrêté Novelli. Ben, c'est peut-être l'occasion pour vous de renégocier un certain nombre de choses qui ont été mal négociées. Alors là, je suis désolé, mais il y a des choses qui ont été mal négociées au niveau de l'arrêté Novelli. Il y a des choses que vous auriez dû avoir en dehors du contrat et qui sont inclus dans le contrat, dans l'arrêté Novelli. Peut-être que c'est une chance d'essayer d'en sortir quelques-unes de contrats. Moi, je pense à deux choses importantes qui me paraissent assez fondamentales dans l'activité de syndic. C'est tout ce qui concerne les gardiens, c'est-à-dire les recrutements de gardiens et les remplacements de gardiens. Il y a du boulot et c'est pas normal que ce soit inclus dans un forfait parce qu'on a des immeubles où on n'a pas de remplacement, où on n'a pas de recrutement pendant des années. Et puis tout d'un coup, ça tombe et là, ça mobilise l'équipe. Et puis la gestion des sinistres. La gestion des sinistres, il n'y a vraiment aucune raison qu'un immeuble qui a à un moment donné une sinistralité importante, qui génère du trafic, je dirais, enfin du travail de la part des gestionnaires, ne justifie pas d'honoraires supplémentaires. Voilà. Donc, bon, c'est peut-être à la fois, c'est une contrainte, mais peut-être une opportunité. Voilà. Donc, alors, la transition avec les syndics est importante parce que ça nous amène aux mesures de protection de l'acquéreur immobilier. Il va y avoir un pas très important de franchi dans l'information de l'acquéreur en copropriété. On est toujours surpris d'avoir des acquéreurs qui arrivent, alors qu'ils ne nous connaissent pas, déjà très remontés comme des pendules, déjà très hostiles, parce que finalement, dès qu'ils arrivent dans la copropriété, ils découvrent qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas pensé demander ou qu'on ne leur avait pas dit. Voilà. Donc, le syndic devra établir une fiche synthétique. Alors on appelle ça une fiche synthétique, mais en réalité c'est un dossier complet comprenant toutes les informations qui sont en principe transmises dans l'état daté, avec l'état daté, plus des informations financières, et tenir cette fiche synthétique à disposition des copropriétaires. Et en cas de vente de lot, évidemment, cette fiche synthétique, enfin ce dossier synthétique devra être fourni au moment d'abord, il y a des informations qui devront être mises dans les annonces. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose, évidemment, on ne peut pas mettre grand-chose dans les annonces, mais il y aura on devra remettre avant la conclusion de l'avant-contrat ou au moment de la conclusion de l'avant-contrat, mais pour que ça fasse courir le délai de rétractation, on devra remettre un dossier complet où l'acquéreur aura toutes ces informations à sa disposition et il ne pourra plus, je dirais, entrer dans des copropriétés sans savoir à quoi il s'expose, soit en termes de litige dans la copropriété, d'impayés, de travaux à prévoir, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est un aspect important. Petit nota bene, qui fera ce dossier et qui est chargé de le remettre aux clients. Bon, aujourd'hui, le syndic n'est pas censé connaître les acquéreurs, donc il est censé connaître que le vendeur, son copropriétaire. Les agents immobiliers devront remettre ce dossier aux acquéreurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut... bon, voilà, il y aura du travail pour les deux, en réalité. Il y aura du travail pour le syndic, parce que c'est le syndic, évidemment, qui collectera et qui tiendra toutes ces informations à la disposition des acquéreurs. Mais je veux dire que c'est un travail permanent, c'est-à-dire qu'il y a des ventes tout le temps, et donc ces documents devront être en permanence, évidemment, à jour au moment où on a une vente. Et l'agent immobilier devra évidemment les collecter et les expliquer et faire en sorte que l'acquéreur ne parte pas en courant en les comprenant mal. Voilà. Donc un domaine important, je dirais, où il y aura à déterminer, enfin, il y aura du travail supplémentaire. Voilà. Les mesures qui impactent les rapports bailleurs-locataires, bon, je passerai assez rapidement sur l'encadrement des loyers, les observatoires, etc. Donc on a vu ce que c'est. Bon, on va voir comment ça va être mis en œuvre maintenant au niveau des décrets d'application. Ça paraît vraiment usine à gaz. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? C'est bon, je dirais, on peut, je dirais, discuter
de manière importante là-dessus. Bon, un peu plus dans le détail, on a des choses comme la définition de la résidence principale, qui est maintenant beaucoup mieux précisée. On a l'obligation de mentionner dans les annonces Internet la surface carrée des logements à l'exclusion de toute autre surface. Le contrat de location devra respecter une formule type qui sera fixée par décret. On a également la définition par décret d'un bail type de colocation. Alors, la colocation n'était pas prévue aujourd'hui par les textes. Et là, il y a deux choses qui interviennent. C'est le fait que les cautionnements vont pouvoir être délivrés, vont pouvoir être donnés à chaque colocataire pour lui-même et non pas pour la collectivité des colocataires. Donc chaque colocataire sera cautionné et quand il s'en va, eh bien, sa solidarité va être limitée. Elle va s'arrêter immédiatement s'il y a un autre colocataire qui entre, mais ça veut dire que le bailleur consent à un avenant au bail pour intégrer ce nouveau colocataire en tant que cotitulaire du bail, ou alors à la fin du bail en cours. Mais en même temps, la caution dont bénéficiait le colocataire qui s'en va tombe aussi. Sa solidarité vis-à-vis des autres tombe, mais aussi la caution qui lui aura été délivrée. Donc il faudra envisager donc, on met un peu le doigt dans un bail de colocation qui est un petit peu coupé en tranches. Par contre, en colocation, on pourra avoir des charges forfaitaires, comme dans les baux meublés. Pour faciliter le travail du bailleur par rapport aux différents colocataires, eh bien, le bailleur pourra cette fois prévoir des charges forfaitaires. Voilà. Lorsque des charges forfaitaires sont admises, elles doivent être justifiées on doit pouvoir établir qu'elles sont à la hauteur où elles auraient été si on était en charge réelle. Et puis après, ces charges forfaitaires évolueront comme l'IRL. Il est introduit une possibilité pour le locataire de faire valoir une diminution du loyer si la surface habitable du logement est inférieure de plus de 5% à celle mentionnée dans le contrat de location. L'état des lieux d'entrée et de sortie devra être également établi sur un modèle type. Enfin bon, ça, je ne vois pas trop. Ils vont nous pondre un état des lieux de type Tissot. Par contre, il y aura la possibilité de compléter cet état des lieux dans un certain délai. On peut dire de type FNAIM aussi. On peut dire de type FNAIM aussi, pour l'état des lieux. Oui, bien sûr. En toute amitié pour nos amis de Tissot. Oui, j'ai fait une gaffe, je le reconnais. Voilà. Le dossier de diagnostic technique, à la location s'enrichit. Il s'enrichit de l'état concernant l'amiante et du diagnostic électrique, ce qui n'est pas un mal. Parce que on considère aujourd'hui que relouer un logement sans donner un diagnostic électrique et gaz, d'ailleurs, c'est un peu dommage. Ça permet au moins de vérifier que... Alors, vous savez que le diagnostic électrique n'oblige pas à remettre aux normes du neuf ou aux normes d'une installation neuve l'installation, mais simplement d'assurer un certain nombre de critères de sécurité. Voilà. Je passe sur des détails que vous découvrirez, si vous voulez, dans ce document. Mais il y a aussi la possibilité donc, de souscrire une assurance quand le locataire ne justifie pas de son assurance. Il y a une réduction de la prescription de 5 ans à 3 ans, dans les deux sens, dans le sens des choses qu'on a oublié de réclamer au locataire et des choses que le locataire a oublié de nous réclamer. Le congé pour reprise ou pour vente doit être accompagné d'une notice d'information, mais en cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé ne sera autorisé qu'au terme du premier renouvellement. Donc on introduit un certain nombre de protections pour les locataires qui font l'objet d'une vente de leur logement occupé.
Le préavis pour le congé est réduit à 1 mois dans les zones tendues, dans tous les cas. Et dans les autres zones, il est ajouté quelques motifs supplémentaires pour avoir un préavis réduit. Et puis la protection des locataires âgés descend en âge, puisqu'on descend de 70 à 65 ans. Il y a aussi des restrictions en matière de vente à la découpe ou de vente en bloc d'immeubles occupés. La restitution du dépôt de garantie, le délai est réduit à 1 mois. On devra tenir compte de la vétusté dans les retenues faites pour les réparations locatives, un peu comme font les HLM. Donc probablement qu'il y aura une grille de vétusté qui sera prévue. Et il y a également quelques restrictions en ce qui concerne l'envoi du décompte de régularisation annuelle des charges locatives. Si on est en retard, de plus d'1 an par rapport à si la régularisation se fait plus d'1 an après la date de fin d'exercice, eh bien, il faudra admettre que le locataire paye par 12e, paye par mensualité. Voilà. Si on oublie d'appliquer une révision annuelle de loyer, si on oublie pendant plus d'1 an, c'est fichu. Si on oublie et qu'on le fait avec un retard de 3 mois, ça ne s'applique qu'à partir du moment où on l'a fait et non plus rétroactivement comme on pouvait le faire auparavant. Voilà, donc tout un ensemble de choses qui vont imposer aux bailleurs d'être rigoureux et donc d'avoir des gérants, de recourir au service d'un gérant pour se mettre à l'abri de tout oubli. À supposer évidemment que les gérants professionnels soient également à jour en ce qui concerne leur régularisation de charges et leur révision de loyer. Alain, je peux te demander d'accélérer un peu, s'il te plaît. Pardon ? Tu peux accélérer un tout petit peu ? Oui, alors... Encadrement des loyers, je passe. La GUL, je passe. Pour la gestion des copropriétés, bon, il y a un registre d'immatriculation et l'obligation d'immatriculer les copropriétés. La mesure a été très allégée par le Sénat. Aujourd'hui, les documents que les syndics devront fournir, soit à l'immatriculation, soit en mise à jour, sont ceux dont ils disposent facilement. Pour l'information des acquéreurs, j'en ai parlé. En cas de vente de lot, au niveau des mutations, il y a des mesures de protection contre les marchands de sommeil, enfin contre les copropriétaires indélicats qui ne payent pas leurs charges mais qui continuent à acheter des lots dans l'immeuble. Donc ils ne pourront plus. Il y a aussi quelque chose de salutaire en ce qui concerne la représentation des copropriétaires quand une copropriété fait partie d'une ASL. Vous savez que ça, c'est une source d'insécurité juridique que l'on commence tout juste à mesurer aujourd'hui. Et en fait, on découvre que qu'il y a énormément de différences entre la législation sur la copropriété et la législation applicable aux ASL. Les statuts en général sont assez mal faits et il y a des risques importants. Donc au moins il y a cet aspect de représentation des copropriétaires au sein de l'assemblée de l'ASL, la FUL, etc. qui est maintenant réglé. Il n'y a plus l'automaticité pour les AFUL de faire représenter les copropriétaires par le syndic parce qu'on ne savait pas très bien dans quelles conditions le syndic qui représentait les copropriétaires. Maintenant, les copropriétés devront désigner un mandataire pour les représenter dans des conditions qui sont un petit peu mieux bordées. Voilà. Bon, j'accélère. Bon, la rémunération des syndics, j'en ai parlé. Bon, il y a des améliorations en ce qui concerne le privilège immobilier spécial. Il y a le fait que les honoraires d'avocats vont pouvoir entrer dans les frais nécessaires qu'on peut récupérer sur les copropriétaires débiteurs. Bon, il y a le fait qu'il faut qu'en cas de non-renouvellement du syndic, quand on change de syndic, il faut qu'il y ait un appel d'offres. Bon. Je ne crois pas que ça va changer grand-chose par rapport à ce qui se passait. Petite quand même particularité, c'est que quand vous êtes syndic provisoire d'un immeuble neuf, le problème c'est qu'il va falloir que vous organisiez vous-même la consultation, l'appel d'offres pour que les copropriétaires puissent vous choisir au détriment d'autres syndics. Bon, c'est un peu pittoresque. Alain, mais bon, je te laisse 1 minute d'autorité.
Bien, alors pour la copropriété, il y a le fait que tous les immeubles dorénavant devront avoir un fonds de réserve. Un fonds de réserve pour travaux. Alors, c'était au départ les immeubles de plus de 50 lots, c'est descendu à 10 lots, et puis il y a une mesure pour les immeubles de moins de 10 lots. Alors, ce n'est pas un fonds de réserve pour travaux, c'est un fonds d'avance pour travaux. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'appelle différemment. Il n'est pas, pour les plus de 10 lots, c'est 5% du budget, pour les moins de 10 lots, c'est 3% du budget. Mais enfin bon, donc maintenant, dans tous les immeubles, il faudra avoir un fonds de réserve. Et puis autre chose importante, c'est que, alors vous avez, si vous avez bien compris les majorités, articles 24, 25, 26, eh ben, il va falloir recommencer parce qu'il y a un chamboulement total des majorités. Hein. Alors, beaucoup de majorités vont descendre de l'article 26 à l'article 25, de l'article 25 à 24. Donc, il faudra tout réapprendre. Mais ça permettra probablement de passer plus facilement des décisions. Et puis, bon, j'ai dit les mesures concernant les copropriétés en difficulté, un tout petit mot. Un tout petit mot. Il y a une amélioration très nette des deux procédures de sauvegarde qui sont celles de l'article 29.1a, désignation d'un mandataire ad hoc, et de la procédure 29.1 et suivant, désignation d'un administrateur provisoire. Bon, en ce qui concerne la procédure de sauvegarde, là, faudra plus la négliger parce que dès lors que les impayés atteignent un certain niveau, alors je ne sais plus où on est à 25 ou 20. On va descendre à 15 pour les grosses copropriétés, de plus de 200 lots. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y aurait une différence, et d'aucuns disent qu'en fait, il faudrait que ce soit plus haut pour les grosses copropriétés parce que les petites sont plus fragiles. Enfin bon, bref, le syndic devra être très vigilant et déclencher cette procédure parce qu'autrement, elle peut être déclenchée par le maire, donc sur dénonciation ou sur saisine de la commune ou de l'EPCI, etc. Donc ne pas se faire griller la politesse par l'extérieur, donc le faire soi-même. On n'est pas dessaisis. Alain, moi je vais griller la politesse parce que je veux vraiment que les débatteurs puissent débattre. Dernier petit mot, administrateur provisoire, les syndics professionnels pourront être syndics provisoires directement, pour être désignés directement syndics provisoires par les tribunaux, sous réserve de pouvoir justifier des qualifications et de l'expérience nécessaires. Alors, comment ? On verra, mais il y a actuellement un processus de labellisation de la notion de syndic de redressement qui est en cours de négociation, et peut-être que, on espère que via ce signe de qualité, on pourra, les syndics de copropriété professionnels pourront être administrateurs provisoires. Voilà. Pour le reste, beaucoup, vous applaudissez. Il reste encore 18 pages.